Imaginons un instant que la géopolitique mondiale, elle se décide pas dans des bureaux fermés ou aux Nations Unies. Oui, mais plutôt à des centaines de millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est exactement ça. Que la chute du mur de Berlin ou l'embrasement sanglant du Proche-Orient qu'on observe tous depuis la fin février 2026 obéissent en fait à un calendrier cosmique. C'est d'une perspective assez vertigineuse, il faut bien l'avouer. Totalement. Surtout aujourd'hui, le 14 mars 2026, alors que la carte du Moyen-Orient est littéralement en feu. Et pour tenter de comprendre la mécanique de ce chaos, la source du jour sort complètement des sentiers battus. Pas de rapport de renseignement militaire aujourd'hui donc? Ah non, pas du tout. On se penche sur une chronique aux accents de Nostradamus tirée du blog astrologiemondiale.com. Un texte rédigé par un auteur du nom de Chaveron et publié le 3 mars dernier. D'accord. Mais attention, on va être très clair d'emblée pour notre audience. Notre objectif ici, c'est uniquement de démontrer les rouages de cette pensée. C'est un point super important. Voilà, il s'agit à aucun moment de valider les thèses ésotériques de l'auteur, ni d'approuver les actes de guerre effroyables qui y sont décrits, et on ne soutient évidemment pas les idéologies politiques radicales qui sont évoquées. Notre démarche est purement analytique. On décortique juste la façon dont certains utilisent la voûte céleste pour rationaliser un effondrement global. Exactement. Et d'ailleurs, peu importe ce qu'on pense de l'astrologie en soi, ce texte fonctionne comme une cartographie psychologique de nos angoisses contemporaines. Quand les événements deviennent trop violents, projeter une structure sur le mouvement des planètes, ça permet de donner un sens à ce chaos. Alors plongeons directement dans la mécanique de ce mythe. Avant même de parler de la mort de l'ayatollah Khamenei, il faut comprendre la règle du jeu de la source. Le moteur de sa théorie. C'est ça. Tout repose sur une conjonction très rare entre deux planètes, Saturne et Neptune. Le texte dit que ces rencontres ne créent pas des tremblements de terre physiques, mais elles forcent des nouvelles idéologies politiques à s'incarner dans la réalité. Oui, parce que la symbolique astrologique de ces deux astres, c'est une opposition totale. Saturne, c'est le plomb, les murs de pierre, l'ordre établi. La rigidité, quoi. Voilà. Et Neptune, c'est tout l'inverse. C'est l'océan, la dissolution, les croyances collectives. Donc quand Neptune tape contre Saturne, l'eau dissout les murs et une nouvelle réalité politique émerge. Et pour crédibiliser ça, l'auteur remonte à la dernière grande conjonction de ce type, en 1989, l'année où le monde a basculé. Avec pas moins de 3 rencontres planétaires cette année-là. Ouais, dont une le 13 novembre. Et moi, l'image que je trouve parfaite pour ça, c'est la cocotte minute. La frustration populaire, les faillites économiques, c'est la vapeur qui s'accumule pendant des décennies. L'eau bout, mais rien ne sort. Jusqu'au moment critique. Exactement. La conjonction astrologique, c'est pas le feu sous la marmite, c'est l'instant ultra précis où la soupape cède sous la pression. Et que s'est-il passé 4 jours avant cette fameuse 3e conjonction céleste? Le 9 novembre, la chute du mur de Berlin. Boum! Le symbole ultime de la guerre froide détruit par la ferveur populaire. Ce qui actait la fin du communisme et ouvrait la voie au capitalisme libéral. Et la carte du ciel de ce 13 novembre 89, telle que décrite par l'auteur, elle illustre bien cette tension. Il parle d'amas planétaires titanesques, non? Ouais, 2 blocs énormes qui se font face. D'un côté, Saturne, Neptune et Uranus, la planète des révolutions soudaines. Et de l'autre, Pluton, Mars, le Soleil et Mercure, tous opposés à la Lune. Ça fait vraiment beaucoup de monde coincé au même endroit. Astrologiquement, c'est une distorsion, une tension insoutenable qui doit obligatoirement se relâcher sur Terre. D'ailleurs, le texte glisse un détail numérologique assez troublant pour appuyer l'idée d'un destin implacable. La chute du mur, le 9 novembre, en format américain, ça s'écrit 11-9. Ah oui, le fameux parallèle. Voilà, l'inverse du 11 septembre 2001, qui clôture cette illusion de paix et qui s'écrit 9-11. Comme si l'horloge de l'histoire s'amusait avec une symétrie effrayante. C'est un renfort narratif puissant. Ça donne l'illusion d'une géométrie cachée. Mais l'auteur va encore plus loin. Il va fouiller dans les archives des journaux télévisés d'Antenne 2 de l'époque, en France. Les JT du 10 et 13 novembre. C'est ça. Et il montre que les journalistes utilisaient déjà en temps réel un vocabulaire de changement d'air. La conscience collective savait que le monde venait de changer de dimension. Donc, si 89 a fissuré un mur en Europe, la question terrifiante, c'est ce qui se passe quand on applique la même configuration 37 ans plus tard sur une vraie poudrière. Ce qui nous amène à la nouvelle conjonction Saturne-Neptune, le 20 février 2026. À 16h53 très précisément. Et d'après la chronique, le décor est encore plus inflammable. Ah carrément pyromane. Parce que cette fois, la rencontre chevauche la frontière entre les poissons et le bélier.
Et ça change quoi concrètement dans leur logique? Ça change tout. C'est le passage de l'élément eau à l'élément feu. L'eau des poissons, c'est la fin d'un cycle, le pourrissement des anciennes structures. Mais le feu du bélier, c'est l'étincelle, l'action militaire brutale. L'explosion en gros. Oui. Selon l'auteur, ça garantissait que le changement idéologique se ferait par la force de frappe, pas par des traités de paix. Et malheureusement, l'actualité sanglante lui a donné un écho terrible. 8 jours après cette conjonction, on arrive au 28 février 2026. L'événement qui a plongé le monde dans la stupeur, À 9h30 du matin à Téhéran, 9h45 selon les rapports américains, une frappe fulgurante. Un bombardement israélo-américain en plein cœur de la capitale. avec une cible majeure. L'ayatollah Khamenei, le guide suprême, est tué. C'est une décapitation du régime en une fraction de seconde. Et en dressant la carte du ciel pour ce moment précis au-dessus de Téhéran, l'auteur décrit un emballement cosmique absolu. La Lune s'est retirée de la zone critique et c'est Mars qui prend sa place. Mars, la planète de la Lyre? Exactement. Elle entre dans les derniers degrés du Verseau et verrouille un amas suffocant. 6 planètes sur 10 écrasées sur une minuscule bande de 30 degrés. Un vrai goulot d'étranglement gravitationnel qui appelle l'explosion. Alors attends, je fais une petite pause ici, parce qu'il faut faire jouer notre esprit critique. Vas-y. L'article a été publié le 3 mars. La frappe, c'était le 28 février. Franchement, est-ce que l'astrologie a prédit cette attaque? Ou est-ce que l'auteur écrit ça au son des sirènes et ajuste sa grille de lecture au sang qui vient de couler? Ah, le fameux biais de confirmation rétrospectif. C'est le talon d'Achille de ce genre d'analyse. Bah oui, trouver la planète de la guerre dans le ciel, c'est facile après que les bombes soient tombées. C'est intellectuellement périlleux, on est d'accord. Mais pour être tout à fait juste avec la source, l'auteur mentionne qu'il avait publié, un an avant, un texte annonçant une période terrible autour de cette date du 20 février. D'accord, la fenêtre temporelle était ciblée en amont. Voilà, même si la méthode tactique et la victime n'ont pu être calquées sur les astres qu'après coup. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe sur le terrain depuis le 28 février dépasse l'entendement. La source dresse un panorama qui donne le vertige. Ce n'est plus une frappe isolée, là. Non, c'est une réaction en chaîne. En réponse à la mort de son leader, l'Iran déclenche une riposte qui embrasse toute la péninsule. L'auteur liste des bombardements sur l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn, le Qatar, Oman, le Koweït. Et la Jordanie. C'est une stratégie de la terre brûlée régionale, propulsée par l'axe de la résistance. Oui, les milices chiites en Irak qui frappent les bases américaines sans relâche. Absolument. Toutes les cibles diplomatiques ou militaires sont visées. Mais il y a un détail géographique dans le texte qui m'a scotché. L'Europe est touchée. L'île de Chypre. C'est ça. L'auteur souligne que Chypre a été frappée à cause de la présence d'une base militaire souveraine britannique. Le sol européen est de facto intégré au conflit, l'étincelle n'est plus contenue. Et ça illustre la complexité mortelle des alliances modernes. Tu touches une infrastructure anglaise sur une île de l'Union européenne, tu internationalises la guerre. Et en parallèle, le front périphérique s'embrase. Le Hezbollah, depuis le Liban, c'est ça? Ouais, salve massive vers Israël, provoquant une offensive terrestre de Tsahal au sud Liban. Une vraie guerre multifront. Mais au-delà des missiles, la source soulève le point névralgique qui paralyse la planète entière, le détroit d'Ormuz. La jugulaire économique mondiale. Le texte indique que l'armée iranienne a totalement fermé ce passage et coulé plusieurs pétroliers. Pour ceux qui nous écoutent, il faut bien réaliser le détroit d'Ormuz, c'est par là que transite un quart de la consommation mondiale de pétrole. Et tu coules un seul navire là-dedans, les primes d'assurance explosent, le trafic s'arrête net. Le prix de l'énergie flambe en quelques heures. C'est une paralysie immédiate. Fermer Ormuz, c'est stopper les usines en Europe, casser les chaînes d'approvisionnement en Asie, générer une inflation foudroyante partout. L'auteur a raison de comparer ça à 89 sur le plan global. C'est la fin du monde, tel qu'il était organisé. Ce qui nous amène à la question la plus vertigineuse du texte, de quoi sera fait demain? En 89, on a cru à la victoire définitive de la démocratie libérale. Mais là, dans les cendres de 2026, l'auteur ne voit pas de mondialisation heureuse. Pas du tout. Il se demande quelle idéologie va combler le vide laissé par la guerre. Et il évoque la montée en puissance de ce qu'il appelle la néo-réaction, les lumières sombres. En citant Curtis Yarvin et Nick Land. Mais attends, on passe de la guerre au Moyen-Orient à des philosophes cyber-autoritaires. Comment il raccorde ces deux mondes? Toujours via la mécanique de la conjonction planétaire. Un vide institutionnel appelle une idéologie radicale qui attendait son heure. Ok, la nature a horreur du vide. Et le mouvement des Lumières sombres, c'est un rejet total des idéaux de la démocratie, du suffrage universel, de l'égalitarisme.
Ils trouvent ces systèmes obsolètes face à la technologie, c'est ça? C'est l'idée. Ils veulent remplacer l'État par une structure gérée comme une méga corporation de la Silicon Valley, un PDG absolu, sans élection, où on troque la liberté politique contre une pure efficacité technologique. Donc si je résume le raisonnement de l'auteur, la théocratie iranienne s'effondre sous les bombes, et en même temps, nos démocraties libérales se retrouvent paralysées par la fermeture d'Ormuz, l'inflation et la panique. Un double effondrement. Et cette angoisse globale pousserait les populations à accepter, voire réclamer, un modèle technocratique implacable, une machine algorithmique pour garantir l'ordre. La synthèse est glaçante, oui. Le feu du bélier détruit le vieil ordre religieux et libéral pour accoucher d'une idéologie de l'ordre absolu. La guerre serait juste un accélérateur historique brutal. Le parcours mental de cette chronique est dingue. On part d'une mécanique céleste abstraite, on utilise 1989 comme preuve, on plaque ça sur les assassinats et le chaos de février 2026. Et on atterrit sur l'émergence d'une dictature technologique. La boucle narrative est bouclée avec une précision chirurgicale. C'est fascinant d'un point de vue intellectuel. D'ailleurs, pour refermer cette exploration, j'aimerais proposer à notre audience une dernière perspective. Une idée qui prend un peu le contre-pied de la source. Ah, vas-y, je t'écoute. L'auteur s'émerveille de voir la synchronicité des astres, des dates symétriques, comme s'il y avait une intention cosmique. L'horloge d'un architecte invisible, quoi. Précisément. Mais si on inversait le postulat, et si cette fameuse conjonction Saturne-Neptune n'avait aucune influence, mais servait juste de miroir à notre psyché collective? Un miroir. Comment ça? Bah, l'humanité est régulièrement écrasée par la complexité de ses propres créations. Les systèmes économiques, les guerres, la technologie. Peut-être qu'inconsciemment, guidés par une immense fatigue civilisationnelle, les sociétés s'accordent sur des intervalles précis pour faire table rase. Une sorte de pulsion de mort collective et synchronisée pour purger la pression. Exactement. Et comme c'est psychologiquement insoutenable de reconnaître qu'on choisit délibérément de tout brûler et d'assassiner, eh bien, on lève les yeux au ciel. On blâme une conjonction de planètes pour s'absoudre de notre propre folie. Voilà. L'astrologie mondiale ne serait qu'un mécanisme d'autodéfense face à notre brutalité innée. Justifier l'apocalypse par l'agenda des planètes pour pouvoir se regarder dans la glace après le carnage. C'est d'une ironie noire absolue, mais c'est tellement pertinent. Je trouve que ça donne matière à réflexion. Carrément. C'est là-dessus qu'on va achever cette plongée dans ce texte complexe. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse avec nous. Et rappelez-vous, dans une période où l'information, les croyances et les bruits de guerre se mélangent, gardez votre esprit critique plus aiguisé que jamais. Lisez les sources, questionnez les mécaniques intellectuelles, ne prenez rien pour acquis. On ne pouvait pas dire mieux. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.